Hem, pour moi, maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mon travail à travers la naissance, mais pourquoi j'ai choisi aussi d'accompagner les personnes maintenant par rapport à la naissance, c'est que pour moi, la naissance, c'est le moment de la vie où on a une occasion rêvée d'aller se mettre face au miroir de tout ce qu'on a voulu mettre sous le tapis, pendant sa vie, tout ce qu'on a voulu, parce qu'on se raconte tous des histoires. Oui, ça va, et cetera, mais tout ce qu'on a vécu comme peur pendant sa vie et comme traumatisme plus ou moins fort, donc depuis évidemment la naissance, mais même avant, hein, tout ça, ça se prépare bien avant notre propre naissance, ça ressort le jour de sa naissance. C'est pour ça qu'il y a cette peur viscérale de mourir, qui est finalement à ce moment-là, pendant l'enfantement, une évidence et quand la femme arrive à traverser ça, ce que moi j'ai vécu pour les 2 derniers enfants, donc un est né en 2021 et le dernier en 2023. Et j'avais pas du tout vécu ça pour ma première fille. Mon parcours, je vais le résumer par rapport à cette approche-là, si tu veux bien, parce qu'elle symbolise tout ce qu'on a vécu au niveau de l'ancienne pandémie et au niveau maintenant des enjeux du nouveau monde. Tout le monde parle du nouveau monde, mais le nouveau monde, il est déjà là depuis longtemps. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est à quel point on est capable de voir et de percevoir une réalité qui n'est pas la réalité. Ce qui compte, c'est la perception de la réalité. Et en fait, toutes nos croyances, tout ce qu'on a, toutes nos programmations, comme tu disais, l'enfant, il obéit, il a besoin d'être reconnu par son groupe. Et donc, tous les comportements qu'il va adopter depuis qu'il est né, tout le message énergétique de ses parents, qui eux-mêmes sont d'anciens enfants, qui eux-mêmes ont aussi été pour 1000 raisons traumatisées, eh bien l'enfant, il va, à 35 ans, finir par avoir à peu près 95 de ses comportements qui sont automatiques et inconscients, programmés, parce qu'on lui a appris, évidemment, si en plus il a été à l'école comme la majorité des enfants, on lui a appris, toute une série de choses pour devenir un esclave qui lui-même va bien servir les intérêts d'une élite. Évidemment, une élite dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Et donc je me suis rendu compte dans mon parcours, pendant, le covid, nous on était vraiment ensemble sur le front avec beaucoup d'autres personnes et je me suis posé la question au moment des masques dans les écoles où je voyais ces parents museler leurs gosses, ils et pour la plupart quand même savaient que c'était pas bon. À un moment donné, c'est juste du bon sens, tu vois? On se rend bien compte qu'on respire mal, l'enfant a besoin de respirer. Je me disais: «Mais comment des parents peuvent faire ça à leur enfant?» C'était ça la première question que je me posais parce qu'encore, toutes ces aberrations, on peut se dire: «Bon», mais là, on touche quand même tes enfants et en fait, j'ai commencé à étudier comment l'attachement se fait au niveau d'une famille et j'ai été parcourir mon propre vécu en tant que maman dans un cadre hospitalier où j'ai vécu tout ce que j'appelle l'effet toboggan. J'ai écrit un livre là-dessus, la médicalisation des naissances qui font que les femmes sont dépossédées de leur puissance. Tu vois? Et sont dépossédées de ce qu'elles sont censées produire comme tout un type d'hormones, un état d'onde cérébrale très particulier que la nature a mis en place pour que l'attachement se fasse et ne se défasse plus et que la mère protège son petit bec et ongles, peu importe ce qui se passe et que l'homme dans dans ce duo vienne prendre sa place de gardien du temple, tu vois? Et je me disais: «Mais ils sont passés où les hommes là, aussi à ce moment-là? Ils sont passés où?» Tout reposait sur une poignée de directeurs d'école ou de directeurs d'établissement ou même dans tu voyais dans les transports publics des gens se faire sortir comme ça parce qu'ils remplissaient pas les critères, des fous furieux et en fait, tout a été mis en place parce que les gens avaient peur de perdre leur emploi, peur, enfin principalement de plus avoir de ressources financières et en fait, tout ça a été grâce au levier de la peur. Et en détricotant tout ça et en revenant en arrière sur le fondamental, notre fondamental, c'est la peur de mourir, que tu transcendes en enfantant, tu vois? Et donc j'ai traversé ce parcours dans l'autre sens, moi-même, en enfantant à la maison pour les 2 derniers et le dernier, en plus, j'étais seule dans ma salle de bain, donc c'était encore sur un autre plan, tu vois? Et en étudiant vraiment précisément ce qui se passe, les enjeux et je me suis, vraiment investie à fond là-dedans parce que je me rends compte que quand les couples, les femmes et les couples vivent le moment de la naissance de cette façon, comme je l'ai pu le vivre, eh bien, c'est pas juste, le côté naturel, là, tu vois? C'est ils deviennent dangereux pour le système parce qu'ils atteignent leur propre
souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a plus d'autorité dehors, tu vois? Et mon parcours, il a été ça, c'est-à-dire que non seulement j'ai compris que la connaissance libère, ça je le savais. Là, je l'ai vraiment vécu, tu vois? Où tu es vraiment tellement centré, tellement aligné, tu es tellement dans le juste que tu as accès à une espèce de connaissance où là, c'est inné, en fait, tu vois? C'est vraiment c'est. Et au-delà de tout ça, parce que je vais pas te faire tout le cours, mais heu, tu sors de tout ce dont on a eu une overdose, c'est tout les le bruit et les discours autour de la justice, hein. On m'autorise parce que c'est écrit dans la loi. On a bien vu que tout ça ne sert à rien d'autre que, de nouveau, pour engraisser des élites. Et puis, ça a été un parcours où je me suis beaucoup bagarrée, hein, pour faire valoir justement, nos droits, comme on veut bien avec, tout ce qui régit, les droits de l'homme et de l'enfance, évidemment qui sont magnifiques sur le papier, mais en pratique, tout le monde s'assoit dessus. Et je me suis rendu compte que le monde de la justesse, comme le dit tellement justement Guy, Guylaine Langto, c'est que ça n'a rien à voir. L'énergie dans le monde de la justesse et pour moi, c'est ça le nouveau monde et donc maintenant, mon parcours, il est là. C'est que je suis dans une étape où j'accompagne les personnes à s'autoriser à être dans cette posture, tu vois? Et ça aussi, ça s'apprend. Comme la santé, c'est une posture, c'est une décision où ça peut plus être négociable et maintenant j'œuvre auprès de ces personnes-là qui veulent être soutenues dans cette démarche-là avec des connaissances solides. C'est passionnant ce que tu dis. C'est vraiment passionnant. Et décris-nous mieux ce que tu as vécu dans cette troisième naissance. Quel est cet état dans lequel tout d'un coup tu as été comme libéré dans le fond des idées extérieures et tu es entré dans ta souveraineté? Explique-nous mieux ce que tu as ressenti à ce moment-là. Mmh. Ouais, c'est vrai que, tu vois, dans notre système aujourd'hui, on considère que d'être enceinte et d'accoucher, c'est dangereux, c'est une maladie. Heureusement qu'il y a la médecine, sinon on serait tous morts. C'est toujours le même mantra qui ressort à chaque fois, hein. Et ce bébé qui est venu, quand évidemment on s'y attendait pas du tout, pris dans plein d'autres projets. Et depuis le départ, puisque, j'avais accouché peu de temps, avant, hein, Evie avait 8 mois quand je suis retombée enceinte, du troisième. Je me suis dit: «Ouh là là, mais comment je vais réussir, à y arriver?» Bon, finalement, je me suis dit: «OK, cette fois, je vais, pour de façon générale, me remettre, au plan», moi j'appelle ça le plan divin, après chacun y met, ce qu'il veut, hein. Et donc je savais, j'étais évidemment, très au courant de comment se passe un enfantement, naturel. Et donc je me suis retrouvée, quand le travail a commencé, seule, dans ma chambre et Pascal était avec notre fille, seul, dans une autre partie de la maison. Et ma sage-femme m'avait dit: «N'accouche pas le 16 mars parce que je serai pas dispo». Évidemment, j'ai accouché le 16 mars. Et j'avais envie, de le vivre seule déjà et puis j'avais pas trop parlé de ça, de cette envie, parce que j'avais pas envie de stresser qui que ce soit. Et je pense que, bon, on sait très bien qu'on peut pas décider consciemment quand le travail se met en route. Et donc je pense que Edison, l'a l'a capté aussi que la sage-femme était pas disponible, donc c'est pour ça qu'il s'est dit: «Tiens, c'est un chouette jour pour naître», tu vois? On va être tranquille. Et donc je me suis retrouvée, seule à gérer une intensité, très qui est venue très, très vite, hein. Ça a pris à peu près 2 heures, hein, donc ça a été très, très rapide. Et là, j'ai vraiment, complètement lâché. Et c'est l'enjeu d'une naissance, c'est pas de gérer la douleur comme on essaie de nous le faire croire, c'est de l'accepter et c'est d'être cette puissance, cette énergie-là. Et donc c'est en fait une sorte de foudre qui te tombe dessus à ce moment-là. C'est très difficile à expliquer, mais quand, ça m'avait fait la même chose à l'époque où je montais à cheval sans selle et sans rênes. Et je me souviens que, bah, c'est très difficile parce que si tu montes pas avec la force, souvent quand les gens montent sans selle, ils serrent les jambes pour tenir sur le cheval. Et en fait, la femme avec qui je travaillais à l'époque, sur ça, m'avait appris à monter comme les samouraïs, c'est-à-dire être debout avec un cheval entre les jambes et pas assis sur un cheval et serré pour qui avec tous les moyens possibles de force de tenir. Et ça m'a vraiment semblé être la même approche parce que
à l'époque où je montais comme ça, j'étais moi le cheval aussi. On était un en fait. Et quand le cheval partait au galop, le seul moyen pour l'arrêter, c'était pas de vouloir l'arrêter, c'était d'être la vitesse et à un moment donné de lâcher la vitesse et la vitesse s'arrête et le cheval s'arrêtait à ce moment-là et c'est tellement fin comme énergie, c'est tellement subtil et c'est tellement fort que pour moi, j'ai vécu la même chose quand j'ai accouché d'Edison. C'est-à-dire que j'ai pas ressenti de différence entre la douleur et moi. J'étais cette énergie-là et je savais exactement comment fonctionnait le corps. C'est-à-dire que quand tu es dans par exemple, dans l'eau chaude, moi je me suis mis dans une baignoire, je savais que quand je sortirais de cette eau chaude, avec le choc thermique, donc de passer du chaud à quelque chose de plus froid, au moment où j'étais dans mon travail, je savais que ça allait déclencher un réflexe d'éjection qu'on appelle le réflexe d'éjection du fœtus, qui fait que le corps pousse tout seul et en 3-4 poussées irrésistibles, le bébé est dehors. Et donc je me vois encore dans cette baignoire, seule, à me dire: «OK, quand tu vas te lever, ça va être le moment où bébé va arriver». Et j'étais en état de conscience modifié puisque c'est ce qu'on vit, dans ces moments-là si on n'est pas parasité par le système. Et donc j'étais dans un type d'onde cérébrale qui permet d'être connecté avec tous les mondes invisibles et c'est pour ça que je dis que les femmes qui vivent cette naissance de cette façon-là sont dangereuses pour le système parce que tu télécharges d'une certaine façon comme une sorte de bibliothèque universelle où tu as toutes les réponses à tout, sans chercher, en fait. C'est difficilement explicable, mais tu sais, tu sais. C'est comme ça. Tu es un avec tout. Il y a plus de séparation, il y a plus de peur forcément puisqu'il y a plus de séparation et tu sais exactement où tu en es et ce que tu as à faire. Et donc les états de conscience sont tellement puissants que tu es capable d'avoir, plusieurs prismes en même temps. C'est-à-dire que je savais ce qui se passait d'un point de vue totalement, rationnel et en même temps, j'ai senti une force. Pour moi, c'était vraiment un animal. J'ai vraiment senti un tigre et donc là, on est vraiment dans une expérience. Ceux qui ont, hem, des sensibilités par rapport au chamanisme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu sens un animal arriver en toi. Moi, j'ai vraiment senti la puissance féline, mais vraiment d'une force et d'ailleurs, Pascal m'a dit, parce qu'il est arrivé après quand la tête du bébé sortait, il m'a dit: «Si tu ne criais pas, tu rugissais». C'est vraiment comme un animal et même l'attitude, j'ai senti vraiment cet animal arriver, prendre le relais en fait. C'était plus moi. Moi, j'avais rien à faire et la femme, c'est ce que j'enseigne aux femmes que j'accompagne, c'est qu'en fait, vous n'avez rien à faire et c'est ça le challenge qu'on a, c'est de laisser venir et donc j'ai senti cette énergie venir, mais j'ai senti aussi, une présence très forte, de sagesse. Alors moi, j'appelle ça maintenant la femme sage et et voilà, je suis sortie de cet enfantement en me disant: «Tiens, le système actuel, de la sage-femme, hein, qui accompagne la femme qui accouche, et bien, pour moi, il est inversé. C'est-à-dire que la femme sage qui enfante est elle-même connectée à cette sagesse-là et c'est pour moi la clé ultime de se réapproprier sa souveraineté, son autorité et du coup, sa posture, sa place et forcément, toute la le rayonnement que la personne a et c'est pour ça vraiment, j'insiste sur le fait que ces personnes-là sont dangereuses pour le système. Parce qu'elles n'ont pas besoin de loi, elles n'ont pas besoin, de tout un tas de choses qui nous mettent de la poudre aux yeux pour nous faire rêver. Parce qu'elles sont tellement alignées qu'elles font ce qu'elles ont à faire et il n'y a pas de concession. Il n'y a plus de levier de peur puisqu'elles ont transcendé et c'est vraiment ça que j'ai transcendé, la peur de mourir. Quand tu lâches et que tu te dis, eh bien, que, c'est ça, hein, qui les dans le texte sacré, que ta volonté soit faite, c'est ça. L'incarnation de cette phrase, c'est ça. Et c'est vraiment extraordinaire parce que, au final, je vois des femmes de plus en plus, qui nous rejoignent. Il y a des naissances régulièrement et je les vois se transformer et c'est magnifique.
ce que tu dis, je trouve vraiment passionnant parce que finalement, c'est ça tout notre apprentissage, c'est quitter ce monde de la peur où des gens nous disent ce qu'il faut faire et retrouver cette souveraineté où quand on est connecté à qui on est vraiment, tout d'un coup, le monde s'ouvre. On n'est plus en train de chercher des solutions extérieures, on a tout dedans et on n'a plus qu'à obéir à cette voie intérieure. Moi, j'ai eu la chance de voir ça en voyant vivre des peuples naturels qui vivent sans conflit, sans maladie. J'en ai vu une dizaine. Et un des points communs de tous ces peuples que j'ai vus, c'est que pour eux, l'accouchement est un moment merveilleux. Il n'y a pas l'idée qu'il faut avoir des gens qui interviennent. La femme, j'ai même vu ça chez les Touaregs. Je vois une femme qui quitte un peu la tribu, là, au petit pas de course, avec 2 ou 3 amis, et puis un quart d'heure après, elles reviennent, toujours au pas de course, avec un bébé dans les bras. Donc pour l'accouchement, c'est fait sans que la caravane s'arrête. C'est un phénomène naturel où, étant guidé du dedans, tout se passe d'une manière incroyablement simple. Parce que ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point on a tout compliqué notre société. Quand on pense par exemple que la plupart des femmes dans beaucoup de pays accouchent accroupies, c'est la position naturelle pour que le bébé sorte, et que c'est le médecin du roi Louis XIV qui a dit « Oh, mais les femmes vont être fatiguées » et on a créé l'accouchement couché, qui est une aberration totale. Il a fallu des gens comme Michel Audin ou d'autres pour dire « Mais laissez les femmes accoucher comme elles veulent. Fichez-leur la paix. Laissez-les, ça utilise ce que c'est très beau ce que tu dis, c'est qu'il y a une femme sage à l'intérieur, et c'est elle qui doit nous guider. Et ça, c'est vrai non seulement pour accoucher, mais c'est vrai pour tous les moments de notre vie. C'est que nous avons en nous un sage extraordinaire qu'on peut appeler notre corps de lumière, et si on le laisse nous guider, il nous guide à faire ce qu'on a à faire, et on n'est plus en train d'avoir peur. Et c'est vrai que c'est la peur qui finalement a créé tous ces systèmes compliqués d'obéissance aux autres et tout, et je trouve que ton récit est passionnant parce qu'il nous montre comment on peut se réapproprier cette puissance intérieure. Et qu'est-ce que, à part la naissance, qu'est-ce que tu as trouvé d'autre dans la même ligne qui va dans le sens de la santé, dans la gestion de ta vie? Écoute, tout est forcément lié, tu vois? Tu peux pas, saucissonner tout ça. Tu vois, comme tu le dis justement, dans ces, peuples qui ont été épargnés, ils ont accès à cette bibliothèque universelle dont je parlais parce qu'ils n'ont pas été abîmés. Nous, l'enjeu qu'on a dans notre société, moderne et évoluée, hein, évidemment avec des gros guillemets, hein, l'enjeu qu'on a, c'est de nettoyer tous les cacas qu'on nous a mis, dans nos valises depuis les générations et générations. Parce que nous, évidemment, on nettoie aussi toutes les lignées, hein, parce que c'est utopique de penser que ça s'arrête la santé à quand on arrive, nous, sur terre, hein. On hérite de tous les bagages et puis, pourquoi pas à d'autres vies tant qu'à faire. Mais bref, c'est quand même corsé et au final, hem, pour moi, l'accompagnement que je fais, c'est ce que je fais avec moi, hein. On s'est pas séparés. Ce que je fais avec les personnes, c'est ce que je fais avec moi-même, ce que j'ai fait avec moi-même et je continuerai. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux maintenant, comme vie? Quelle est ma vision sur ce passage-là entre ma naissance et ma mort? Je vais avoir un temps donné et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Et tout est forcément lié. Tu parlais tout à l'heure, de cet internet, qui contrôle, évidemment de plus en plus. Donc, tu parlais au niveau de l'A5, ça c'est l'internet des objets. Je rappelle pour ceux qui sont peut-être pas encore au courant qu'il y a la 6 déjà, l'internet des corps et puis il y aura pas de limite et que, finalement, pour moi, ce que j'ai retrouvé, comme étant une évidence, c'est la nature, le retour en arrière, sur les fondamentaux. Et donc, je n'ai pas eu d'autre choix dans ma vision que de me dire: «Si je veux être dans une santé globale, qu'elle soit mentale», parce que la santé, c'est pas que physique, c'est mental, c'est holistique, c'est tout. Eh bien, je n'ai pas d'autre option que d'être au contact le plus possible de la nature parce que la nature ne peut pas te mentir. Il y a pas la sourate du mensonge dans la nature, quoique ça commence depuis quand même un certain temps avec tout ce qui est traficoté. Mais toi, tu as reçu Raphaël Collicci, qui pour moi est un exemple, de cet enthousiasme, de cette puissance qui a habité, tu vois? On sent cet enthousiasme qui lui fait défoncer les limites et les frontières et pour moi, c'est ça la clé de la santé, tu vois?
C'est l'enthousiasme, c'est l'engrais de notre vie, c'est un engrais cérébral. On le sait depuis longtemps, hein, que sans l'enthousiasme, on n'apprend rien. C'est pour ça que l'école ne pourra jamais fonctionner parce que ça gonfle tout le monde. Ça n'a absolument rien de physiologique sur la neuroergonomie de l'enfant et puis évidemment de l'adulte. Et donc la santé, pour moi, qu'elle soit mentale ou physique, elle passe forcément par un retour aux sources, à une vie simple, avec une densité, humaine, plus légère que ce qu'on trouve en ville, où les gens sont mis les uns sur les autres. On voit ces villes 15 minutes, hein, ça je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais heu, ces villes où tu trouves tout en 15 minutes, qui sont en fait des prisons, avec, une perception de la réalité qui est un peu plus sympathique évidemment qu'une prison, hein, telle qu'on peut l'imaginer et sous couvert de quelque chose de joli à regarder, on arrive à nous vendre tout et n'importe quoi et ces fameuses villes, sont des références, de progrès, alors qu'en fait, ce sont des prisons et Rosa Quar, qui est décédée, qui travaillait, pour le gouvernement californien pendant longtemps, était une des premières lanceuses d'alerte à dire: «Attention, on est en train d'amener dans les villes, toutes les personnes de milieu rural et ce seront les prisons de demain». Elle s'est rendue compte qu'il y avait un accaparement de terrain et on le voit d'ailleurs, hein, les terrains agricoles, ça devient de plus en plus difficile de construire sur des terrains agricoles, d'avoir tout est racheté, tout est monopolisé et on pousse les gens dans les villes et moi, si j'ai un message aujourd'hui à faire passer aux gens, c'est si possible, quittez les villes et réappropriez-vous la nature, la terre comme le disait aussi, Raphaël Colici, à être de nouveau connecté à cette terre mère qui nous a nourris, qui continue de nous nourrir et qui, elle, ne nous a jamais abandonnés, en fait. Jamais. En ville, c'est de plus en plus difficile parce que le système urbain n'est pas fait pour la souveraineté. Il est fait pour être en prison sur tous les plans et c'est ça qui a été le levier de la peur pendant la dernière pandémie, puis il y en aura d'autres. C'est la peur de ne plus avoir assez de ressources financières pour assumer ces fameux besoins fondamentaux de cette Maslow, mais il y en a d'autres. Avoir à manger, avoir à boire et avoir un toit sur la tête. Sans parler évidemment des gens qui habitent dans des villes, dans des pays où il fait froid, où les 3/4 de ton temps, si tu regardes juste mis bout à bout tout ce tout ce que tu dois, mettre comme énergie juste pour te chauffer, hein, quand tu habites dans un pays froid, pour survivre parce qu'il y a rien qui pousse, et puis te vêtir parce que forcément tu peux pas vivre en culotte. Juste ça déjà, peut-être se réfléchir à un lieu de vie où peut-être on arrive à économiser énormément de temps, de ressources, tu vois? Pour avoir une vie plus simple qui nécessite moins de moyens, financiers. Et donc, cette ville qui ne nous permet pas d'être autonome d'un point de vue alimentaire, de devoir aller dans un supermarché, tout ça est absurde quand tu réfléchis à devoir trier ses déchets, mais plutôt que de réfléchir à comment trier ses déchets, si on réfléchissait peut-être à avoir nous-mêmes directement accès à ce qu'on met dans notre bouche, on n'aurait plus besoin de tout ça. On serait beaucoup plus autonome et ça passe aussi à travers, des réflexions sur où est-ce que je vais vivre? Est-ce que finalement tout ça n'est pas qu'un leurre, parce que la plupart des gens avec qui je parle, ils travaillent, ils sont dans des entreprises qu'ils n'aiment pas, avec un job qu'ils n'aiment pas, pour pouvoir avoir 4 semaines de vacances payées par année et au final, amener leurs enfants, à l'école et devoir les réveiller le matin, pour aller dans des écoles qu'ils n'aiment pas et eux-mêmes faire subir à leurs enfants ce qu'ils n'aimaient pas faire quand ils étaient enfants, c'est-à-dire faire des devoirs et tout un tralala de trucs et tout ça est absurde. Et c'est vrai que je crois que si j'ai plus une préoccupation, c'est déjà au niveau de la santé mentale, de la population, après tout ce qui s'est passé et les gens, ont mis pour beaucoup sous le tapis. Mais si on réfléchit à quel point, il y a eu des maltraitances sur toutes les tu te souviens, on a assez dénoncé, hein et moi, c'est plus ça, en fait, maintenant que je me dis, comment entraîner les gens à retourner au fondamental, c'est-à-dire la nature, tu vois? À reprendre, possession de leur propre autonomie le plus possible et donc forcément, ça passe par un paradigme total, complètement, tu vois, réapproprié aussi sur, le sens de ta vie. Qu'est-ce que tu si tu as des enfants, évidemment, comment tu les élèves?
Et tout ça, c'est possible. Souvent, les gens se disent: «Ah oui, mais moi, j'ai pas toutes les conditions réunies, tu vois, pour faire tout ça». Mais en fait, c'est le principe, il est dans l'autre sens. C'est déjà d'avoir envie que ça change. Et ensuite, tout arrive. Parce que, hein, le 1er truc qu'on entend souvent: «Ah oui, mais moi, j'ai pas les moyens de changer de vie». Je rappelle que pour vivre encore une fois, sur une île, moi, j'ai connu des personnes qui ont tout plaqué du jour au lendemain. Ils se sont pris un billet d'avion aller, les gosses et tout, c'est parti, on change de vie et ils se sont rendus compte que ça leur coûtait beaucoup moins cher de vivre dans ces conditions-là, que de continuer à assumer tous les frais fixes qu'ils avaient, dans leur ville. Donc voilà, je réponds d'une façon globale à ta question, mais parce qu'en fait, c'est sur tous les plans, la santé, c'est déjà son quotidien pour moi et se poser des questions fondamentales, tu vois? Sur où je veux vivre, comment je veux vivre, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers? Tu dis est très important, dans le sens que c'est vrai que si on ne se pose pas ces questions, on est pris dans un espèce d'engrenage de croyances qui nous font croire qu'il faut faire ci, puis il ne faut pas faire ça. Enfin, et on est totalement piégé, piégé dans un système complètement faux. Et c'est vrai que la nature, elle ne se trompe jamais. Nous, je trouve que la chance qu'on a, nous les lanceurs d'alerte, c'est qu'on s'appuie sur des lois naturelles qui étaient vraies il y a 5000 ans et qui seront encore vraies dans 5000 ans. Respecter les autres, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est la base de toutes les religions. Mais là où les gens se sont fait piéger, c'est qu'eux n'iraient pas tuer le voisin. Mais ils trouvent tout à fait normal que leur gouvernement envoie des canons pour tuer quelqu'un. Donc on a créé un système de folie totale où les gens, par délégation, laissent faire des choses qui sont inadmissibles. Parce que tu ne tueras point, c'est une loi universelle. C'est un des premiers fondements. Et le concept, c'est qu'au moment où on va respecter ces lois universelles de la vie, eh ben, on va aller dans une direction où on n'aura pas à regretter ce qu'on a fait. Parce que souvent, le drame de beaucoup de gens, c'est qu'on fait des choses, puis après on les regrette parce qu'on dit, ben, c'est complètement à côté de la plaque quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça. Alors que quand on suit la nature elle nous enseigne la coopération. Parce que le propre des arbres, par exemple, c'est qu'ils communiquent constamment les uns avec les autres. Les plantes, il y a toute une sagesse naturelle que la nature nous donne et qu'on perd. C'est tout à fait vrai ce que tu dis dans les villes. Les villes font de nous des esclaves urbains qui se lèvent, qui travaillent, qui courent comme des fous, mais qui ont perdu le contact. Moi, je vois ça, je suis en ce moment à Madagascar, il fait chaud, et la vie est simple. Il n'y a pas besoin de chauffage, il n'y a pas besoin de bottes, il n'y a pas besoin d'écharpes. Et du coup, les gens ont une simplicité, une douceur de vivre qui est presque impensable pour des Occidentaux. Ils marchent lentement, ils vont tranquillement. Ils disent, vous avez des mondes, on a du temps. Ils sont dans un rythme de vie naturel. Ils partent le matin avec leur pirogue, ils reviennent, mais ils ne sont pas dans ces phénomènes de stress constant. Et ça donne de plus en plus de gens maintenant se mettent à ça. On voit dans beaucoup de pays des gens qui font des choses locales, qui au lieu d'aller acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde, vont chez le paysan du coin, cultivent eux-mêmes. Enfin, il y a toute une démarche. Et moi, je vois ça aussi à Madagascar. J'ai un vieil ami, Rudy Bosch, j'ai fait un webinaire avec lui qui est sur mon site. Rudy Bosch, je l'ai appelé le champion de l'autonomie alimentaire. C'est qu'il dit aux gens du sud malgache, où il y a beaucoup de sécheresse et beaucoup de pauvreté, il dit arrêtez d'attendre les secours qui viennent de l'extérieur, faites vous-même votre jardin. Et faites germer des graines, enfin bref, faites des choses de vous-même, par vous-même, pour être autonome. Et l'autonomie, je trouve, c'est le mot clé qui va nous libérer de toute cette folie d'obéir à des gens qui sont prisonniers de systèmes de croyances limitées. D'accord, passionnant. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre comme expérience encore dans ce domaine de l'autonomie et de la liberté? J'ai envie de préciser un truc, parce que là, tu viens de lever un point tellement important, tellement important. Être accro à une vie qu'on n'aime pas. Parce que en d'autres termes, c'est ça, c'est-à-dire les hormones du stress. Et je crois qu'il y a beaucoup de malentendus par rapport à ça, parce que moi déjà, quand, à un moment donné, bon, j'ai beaucoup dénoncé aussi comme toi, et à un moment donné, j'ai dit: «Maintenant stop, je vais passer à autre chose». Et maintenant parce que souvent c'était ça, hein, tu te souviens quand on faisait une émission: «Oui, et puis maintenant on fait quoi? Et maintenant on fait quoi?» Les gens disaient: «Mais maintenant on fait quoi?» Et c'est pour ça que, bon, je crois qu'on a tous compris que les têtes changent, hein, les noms changent, mais la dynamique reste pareille, d'accord? Et donc l'esclave, le maître, on est toujours dans la même dynamique. Moi, j'ai décidé maintenant d'arrêter de regarder, ce qu'on considère comme étant les maîtres, et plutôt de dire: «OK, vous là, les esclaves», hein, moi j'en faisais quand même partie, j'ai aussi été à l'école, j'ai fait partie de ce système-là. Quelles sont les règles du jeu? Parce que pour sortir d'un jeu, il faut déjà savoir qu'on est dans un jeu, et puis ensuite, il faut savoir quelles sont les règles. Parce que tu as 2 options en gros: ou
tu dénonces le système et tu vas passer toute ta vie à te détruire dans des hormones du stress parce que quand tu commences à mettre ton nez là-dedans, on sait de quoi on parle. Et là, sur les canaux de diffusion, on ne peut pas parler d'un infini. Enfin, on effleure à peine des sujets, mais quand tu mets le nez dedans, tu pars dans un trou noir sans limite. Et ça va rien changer parce qu'au final, tu es dans un système où tu mets ce que tu as de plus précieux, c'est ton attention. Et là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Donc, tu l'amplifies parce que tu l'arroses. Alors qu'en fait, cette, cette attention, tu peux la mettre dans ta vision à toi, dans ce que tu veux, toi, hein, dans créer ton propre système. Et c'est ce que tu fais toi, c'est ce que font d'autres personnes. Toutes les personnes qui finalement ont l'air d'aller bien. Parce que c'est souvent ça, heu, le critère. Moi, j'aime beaucoup le nom de ton émission, «La santé, ça s'apprend». Et je pense que des gens doivent peut-être te dire: «Mais Tal, comment on fait pour savoir si on va bien?» ou comment on fait pour savoir si quelqu'un va bien? C'est quoi la le facteur ou l'indicateur? Et moi, ma réponse que je propose, c'est de sentir dans quel état la personne est, l'état énergétique, tu vois? Toi, quand tu parles, on sent que tu as un soleil, tu es bien. Bon, en plus, tu es quand même aidée parce que tu as toujours des chemises, super chatoyantes et d'ailleurs, on rigolait, on se disait toujours avant chaque émission: «Quelle va être la chemise de Tal?» Tu vois? Tes chemises sont à ton image, elles rayonnent. Et en fait, tu vois des personnes qui finissent par être aigries par la vie, qui en peuvent plus d'être tout le temps dans ces mêmes discours, de d'énoncer et de voir tout le temps quels sont les méchants et cetera. Et en fait, ce stress, ça crée des décharges d'hormones du stress. OK? Donc juste par rapport à ce qui se passe en nous, ça crée des bains hormonaux dans lesquels on est mal, tout simplement comme une drogue. Et donc, ce qui se passe et ça fait partie d'une semaine de cours dans mon accompagnement. J'explique pourquoi on est accro à une vie qu'on n'aime pas et j'appelle ça être dépendant, au malheur, comme, n'importe quel, cocaïnomane ou héroïnomane va avoir besoin de sa dose. Mais c'est juste exactement le même principe, c'est-à-dire que à force d'être dans ce bain hormonal de stress, oxydatif en plus, régi par le système nerveux autonome sympathique, donc vraiment tout ce qu'on veut éviter, en plus dans le cas d'un enfantement, eh bien, tu vas avoir besoin de ta dose. Et voilà pourquoi les personnes n'arrivent pas à décrocher et ont tout le temps besoin d'être dans la critique, dans le jugement. Mais de qui que ce soit de Schwab qui est hospitalisé ou de je sais pas qui, c'est qu'au final, si l'énergie, elle est, dans la révolte, hein, dans vouloir combattre le système, se bagarrer dans le système, aller crier qu'on n'est pas content, on entretient on entretient la dépendance au malheur et donc on entretient l'illusion que la solution vient de dehors. Et c'est pour ça qu'en 2021, je disais aux gens: «Arrêtez d'aller dans la rue manifester, levez-vous tout simplement et faites votre vie». Et c'est tout. Et je me suis fait évidemment, lyncher par tous ceux qui adoraient aller dans les manifs. Et je disais: «Mais si vous allez dans les manifs pour vous mettre en réseau avec les gens et être dans une énergie de création, c'est génial». Mais c'est pas ce qu'on observe parce que les manifestations sont gangrénées de personnes. On sait que la rue est le terrain de jeu des autorités, hein, gouvernementales et tant que les gens sont dans la rue à crier, dans un mouvement de révolte, ce sont les autorités qui gagnent. Parce que c'est leur règle du jeu. Que ce soit pendant les gilets jaunes, on a vu tout ce qui s'est passé et ça changera jamais parce que les règles du jeu sont posées par, ces élites-là. Et donc on entretient toujours l'illusion que l'autorité vient d'en haut et on est dans des bains de stress qui nous relient à cette dépendance, à tout ce qui détruit, en fait. Et donc tout ça, ça nécessite, à un moment donné, aussi une mise à jour. Moi, j'appelle ça la mise à jour de son système d'exploitation interne. Et pour moi, ça commence par là, la santé. C'est de se dire: «OK, j'ai plus de 35 ans, donc forcément, quasiment, 100 de mes comportements sont, automatiques. Donc maintenant, il faut faire une mise à jour de tout ça». Et ça se fait pas en ondes bêta. Pourquoi les gens qui sortent de 30 ans de psychothérapie, ils vont toujours pas mieux? Bah, parce qu'ils travaillent en ondes bêta. Ils sont en train l'onde bêta, c'est maintenant on est en onde bêta, tu vois? On discute, alors on comprend plein de choses. Alors ils savent pourquoi ils vont mal, mais ils vont toujours pas mieux.
Tu vois? Et ça, c'est quand même le constat qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui consultent, donc c'est déjà très bien. Ils savent tout leur fonctionnement, machin, mais ça va toujours pas mieux parce qu'en fait, ils travaillent toujours sur les mauvais types d'ondes cérébrales. Et juste un petit parallèle avec l'enfantement, à ce moment-là, quand la femme traverse la peur de mourir et rentre dans son enfantement, elle est dans un état de type d'onde cérébrale delta qui est l'état des grands yogis, des grands méditants et c'est pour ça qu'elle télécharge cette bibliothèque de savoir. Ça a rien de magique, hein, ça s'explique totalement avec, l'énergie quantique. Accoucher, c'est être dans le champ quantique et d'ailleurs, tous les scientifiques s'accordent à dire que, 99,99 d'un atome est énergie, pas matière. Et donc, c'est ça, les clés, elles sont là, tous les symboles sont là, les symboles de la santé, les symboles de l'autorité suprême, soi-même. Tout ça est à travers ce défi de la naissance. Et donc, on redétricote tout, on fait une mise à jour et on peut commencer à être addict à un bain d'hormones qui est de l'ordre de l'amour, l'ocytocine, la prolactine, toutes ces hormones extraordinaires qui, parce que celui qui fournit tout, c'est le cerveau, hein, que ce soit, stress ou pas stress. Donc voilà, je voulais juste ouvrir cette grosse parenthèse par rapport à ce que tu disais parce que, la clé, elle est là. Créer son propre système en ayant compris comment fonctionne le système pour s'affranchir de tout ça. Et donc, ça passe peut-être par, prendre ses valises, aller à Madagascar, aller tous chez Tal Chaleur. C'est parti, on vient tous te voir. Mais c'est vrai, moi j'encourage quand même à oser tout simplement même y songer, juste y songer. Et si je m'autorisais, est-ce que je m'aime assez pour le faire? Il y a une question qui s'affiche, je ne sais pas si c'est pour nous. Les enfants en bas âge apportent beaucoup d'ocytocine. Cette ocytocine sert à une vie entière. Ils ne veulent plus qu'on fasse des enfants. C'est peut-être une des raisons. Alors, je me permets, d'y répondre. C'est qu'effectivement, quand le bébé, naît, déjà pour un enfantement sécuritaire, il faut beaucoup d'ocytocine. C'est ce qui favorise des contractions fortes et régulières. Et cette ocytocine, elle ne peut pas être produite parce qu'on se dit: «Tiens, allez maintenant je vais produire de l'ocytocine». C'est un processus qui se fait, quand on éteint son cerveau et c'est pour ça que quand on est à l'hôpital, ben, malheureusement le cerveau il est plutôt en état d'alerte parce qu'il y a beaucoup de signaux qui nous font penser qu'on a des prédateurs. On reste quand même très proche de notre état cérébral quand nous étions, au temps des cavernes, on va dire ça grosso modo comme ça. Donc on ne fait pas trop la différence entre, un médecin, et un ours, si tu veux, au niveau du cerveau reptilien. Et donc souvent, on est obligé d'utiliser de l'ocytocine synthétique dans un cas d'accouchement médicalisé et ça a pas du tout les mêmes effets sur l'aspect psycho-émotionnel que l'ocytocine naturelle et quand le bébé naît, il y a une décharge massive d'ocytocine auprès de la femme pour qu'elle puisse sortir son placenta dans les meilleures conditions. C'est souvent là qu'on a peur qu'il y ait des hémorragies, par exemple. C'est pour ça que dans la vie d'une femme, par exemple, c'est à ce moment-là qu'elle aura le plus grand shoot d'ocytocine de sa vie. Ça maintient sa survie mais aussi ça fait la colle avec son bébé. Et c'est ça, dont peut-être parlait cette femme, cette colle, cette décharge massive, cette imprégnation familiale et c'est d'ailleurs quand je disais tout à l'heure, avec les masques pour les enfants, je me suis dit parce que tu te souviens, je te disais tout à l'heure, quand je regardais ces familles masquer leur enfant, aller à l'école alors qu'il y avait aucune raison et je me disais: «Mais comment ils peuvent faire ça?» et je me suis posé la question: «Dans quelles conditions les enfants arrivent sur terre?» Et dans les protocoles hospitaliers, quand le bébé, est à l'épaule, c'est-à-dire même pas encore sorti, on balance de l'ocytocine synthétique pour, des raisons de sécurité. Et donc, il y a déjà le problème, c'est que quand le cerveau sent qu'il y a de l'ocytocine qui est là, il n'en produit plus. Et on sait que cette ocytocine synthétique ne fait pas les effets psycho-émotionnels souhaités. Elle fait juste l'aspect mécanique. Donc l'utérus contracte, c'est très bien, machin, il y a tout le placenta qui sort. Sauf que le lien là, l'attachement là, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il est optimal. Et donc une femme qui est en travail, à qui on envoie de l'ocytocine de synthèse pour lancer ou déclencher un travail ou après une péridurale, relancer des contractions, pareil, on sait aujourd'hui que le lien qu'elle va avoir avec son enfant va être beaucoup plus difficile. Alors heureusement, rien n'est figé dans le marbre, mais voilà comment on pulvérise les familles. Tu te souviens, on avait fait pas mal aussi d'émissions sur ça, c'est, l'attaque des familles, hein. L'attaque qu'on fait sur le noyau cellulaire de la meute, du village, de cette
évidemment, diviser pour mieux régner, c'est la base. Et comment tu peux attaquer une civilisation? Tu attaques les naissances. Parce que tu attaques exactement là où l'humain a sa souveraineté et a son noyau. Tu attaques les naissances, tu attaques une civilisation. Tout à fait. Ce que tu dis est très important. Moi, j'ai connu, quand j'étais dans mes études de médecine, il y a une soixantaine d'années, j'ai connu celui qui avait synthétisé l'ocytocine pour Sandoz. Il était très fier. Et moi, je m'étais rendu compte à cette époque que cette hormone de synthèse allait faire des catastrophes inestimables, parce qu'on n'allait plus laisser la nature agir. Après, on a eu les péridurales. Enfin, on a fait de l'accouchement un espèce de gigantesque balai de fou pour priver la femme d'un moment extraordinaire et d'une importance capitale pour l'enfant. Et c'est vraiment tout ton travail, je trouvais passionnant, parce que c'est redonner la capacité à chacun de suivre cette guidance intérieure qui va faire qu'il sait ce qu'il doit faire. Moi, j'ai beaucoup collaboré avec Michel Audin, qui est un homme merveilleux, un gynécologue, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire, il disait, laissez les femmes faire ce qu'elles veulent. Vous pouvez encadrer un peu, mais c'est la femme qui doit aller dedans et trouver sa façon de vivre, d'être assis, couché, enfin bref, mais de faire de l'intérieur. Et cette souveraineté, là où c'est passionnant, c'est que finalement, on pourrait dire que chaque moment de notre vie est comme une naissance. Et on a le choix à chaque moment de ou bien obéir à tout ce qu'on nous a appris comme sottise engrammée, ou bien d'aller à l'intérieur pour retrouver cette capacité d'être des souverains qui assument leur vie et qui sont conscients que nous avons à créer un nouveau monde. Et que ce nouveau monde, il ne va pas venir de l'extérieur. Parce que si on attend des meilleurs présidents ou qu'à l'extérieur ça change, on perd notre temps. Et je te rejoins tout à fait qu'au début, on a dénoncé toute cette folie. Il fallait le faire. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte, et on a fait 85 émissions là-dessus qui sont encore sur Core Bunker, mais qui était de montrer la folie du système. Et on a dit ça au début, alors que les gens ne le voyaient pas encore. Mais un jour, il faut passer à autre chose. Et c'est ce qu'on fait tous maintenant, c'est d'amener des informations pour rendre les gens responsables, autonomes, libres et capables que ce soit eux qui choisissent leur vie et plus qu'ils obéissent à quelqu'un d'autre. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est vrai qu'on a toutes les preuves aujourd'hui que dans notre système physiologique, quand on fait les choses de l'intérieur, notre corps fabrique la bonne quantité d'hormones qu'il faut là où il va. Il sait faire des choses avec une magie colossale qu'on n'a pas dès qu'on prend des produits de synthèse. Et le drame de Big Pharma, c'est que tout ce qu'on prend de synthétique, de chimique, d'artificiel, que ce soit par injection, par pilule, fiche en l'air nos systèmes naturels, qui sont d'une subtilité extraordinaire. Et moi, je suis par exemple stupéfait de voir dans la psychiatrie ces gens qui, parce qu'ils sont un peu déprimés, prennent des médicaments chimiques qui vont faire des vrais zombies, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut simplement lâcher son stress, crier un bon coup, et puis retrouver cette capacité qu'on a tous d'être guidés par nous et pas par les autres. Vraiment, je suis très heureux de t'entendre, je trouve que c'est passionnant. Ton discours me fait chaud au cœur parce que tu as trouvé cette... On peut dire que tu as passé de la sage-femme à la femme sage, cette sagesse intérieure qu'on a tous et qui va tous être notre futur. Parce que si on ne fait pas ça, on reste dans des systèmes, tu dis très bien, de dépendance, d'addiction. Qu'est-ce que je fais, puis quand je ne le fais pas, bref, on est dans des systèmes aberrants, parce que c'est des systèmes anti-vie. Et c'est ce que nous enseignent tous les enfants. Moi, ce que j'aime bien avec les petits-enfants, c'est que jusqu'à 4 ans, qu'est-ce qu'ils sont bien guidés du dedans pour faire à chaque instant ce qui est juste. C'est merveilleux, un petit enfant, avant qu'on l'éduque. Mais ça demande tout un travail, c'est vrai, pour sortir de nos éducations délétères et pour retrouver cette joie qu'on avait comme tout petit enfant. Oui. J'ai fait une émission avec Marianne, qui est une femme extraordinaire, qui a transformé un pays entier, la Bolivie, où maintenant, dans toutes les prisons boliviennes, il y a un artisan de la paix qui apprend aux prisonniers à chanter, à libérer leur colère par le chant plutôt que par la violence. C'est un travail extraordinaire. Mais cette libération, c'est que tout ce qu'on a ingurgité par l'éducation et par la vie en société, il faut que ça sorte pour qu'on retrouve cette capacité d'être guidé par nous-mêmes. Vraiment, je suis émerveillé de t'entendre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter à tout ce qui a été dit pour compléter un peu le tableau? Ah bah tu me connais, hein, j'ai toujours un truc à dire. Mais en fait, je voulais rajouter une chose. Parce que c'est exactement ce que tu dis, Tal. Tu vois, on a toujours besoin d'être guidé parce que aussi, pour la plupart, pourquoi c'est important de travailler maintenant urgemment sur les naissances. C'est le premier choix qu'on fait dans notre vie, c'est quand on veut naître. En tant que bébé, et qu'on ait envie ou pas d'avoir des enfants, ou qu'on n'en ait plus, ou qu'on soit passé à autre chose, c'est pas la question. On est tous sortis d'un utérus. On a tous ce point commun. Et donc, on a été à un moment donné dans un choix
de quand est-ce que je veux arriver sur Terre. Et avec cette mode de déclenchement, où il y a maintenant une flopée de femmes et des centaines de milliers de femmes juste en France, 750 000 naissances par année, et un pourcentage énorme de femmes qui sont déclenchées, qui, sans aucune justification médicale, je le précise, hein, d'accord, je le précise. Et donc, ces bébés-là sont privés de leur premier choix dans la vie. Et c'est colossal les dégâts que ça fait, parce que quand tu dis, on est tout le temps en train de chercher un sauveur dehors ou de demander qu'est-ce qu'on fait, mais pour moi, c'est clairement lié à ça. Et le fait de voler ce choix-là, c'est pas fait par hasard. Évidemment que dans les hôpitaux, ils sont complètement aux fraises. C'est pas, je dis pas que c'est à ces niveaux-là qu'on sait ce qu'on fait, hein. Quand je dis on attaque les naissances, les gens qui travaillent et les soignants, etc., ils sont pas, pour moi, ils sont absolument pas conscients de ce qui se passe. Tu vois, c'est à des niveaux bien au-delà, même au-delà des pays, d'accord. Mais quand tu prives une âme de son choix fondamental, de déjà la première dynamique énergétique de son incarnation sur Terre, faut pas s'étonner après qu'on n'arrive pas à se lever de sa chaise pour prendre une décision. On sait pas pourquoi, mais dans la vie, on a tout le temps de la peine à faire un choix. Bien, pour moi, ça vient de là. Et il y a vraiment quelque chose à aller défaire. Tu sais, comme si tu branches un fusible dans le mauvais truc, de l'enlever et de le reconnecter là où il fallait. Donc, ce premier choix qu'on fait dans la vie, il est capital. Pour moi, c'est là où on a vraiment un rôle à jouer sur cette santé globale. C'est déjà, depuis le tout départ, de laisser à l'enfant et l'âme, au-delà de l'enfant, pour moi, c'est l'âme, ce choix-là de quand elle veut arriver sur Terre. Ce que tu dis est très important. Ce qui est quand même heureux, c'est que même si on a raté, enfin, on a eu ces naissances, on va dire, diabolisées avec tout ça, les péridures, enfin tout le reste, mais on peut ensuite retrouver, moi j'ai beaucoup fait ce travail de ramener les gens pour revivre leur naissance et pour pouvoir libérer toutes les émotions qui ont été bloquées à ce moment-là et pour pouvoir se créer une autre enfance. Moi, je dis, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Donc, il n'est jamais trop tard non plus pour avoir une naissance heureuse. Donc, on peut retourner dans le passé et puis le changer. Grâce à Dieu, le passé n'est pas fixe. On peut pas. Beaucoup de gens disent, ah ben c'est comme ça, je suis victime, je peux rien changer. Non, non. On peut retourner en arrière. Quand on ouvre le cerveau droit, on peut faire des voyages intérieurs et on peut revivre les événements en les changeant, en changeant le programme. Et ça, grâce à Dieu, c'est pas fichu pour toujours. Mais c'est vrai, ce que tu dis est très important, c'est que c'est capital qu'on redonne une place juste à la naissance comme un événement fondamental et qu'on laisse plus la société massacrer ce moment tellement important. Vraiment, je suis très heureux de ton message est puissant à ce niveau-là. Il y a beaucoup à faire pour retrouver ça. Il y a beaucoup à faire et en même temps, tant mieux parce que j'aime pas m'ennuyer. Et puis, je me dis toujours que, tu vois, tout est dans la perception de la réalité. Moi, j'ai parlé avec des gens qui pleuraient quand il y a eu, tu sais, toutes ces abominations qui sont passées sur les réseaux. On voyait les enfants dans des situations tellement avec ces guerres. Et je disais aux gens, mais tout ça est fait aussi exprès pour vous ruiner. Débranchez votre attention de ça et mettez-la là où vous voulez maintenant créer. Parce que le nouveau monde, une fois de plus, il est déjà là. Il y a tellement de gens qui sont dans cette dynamique. Il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent. On vit, pour moi, la meilleure de toutes les époques parce qu'on a l'accès aux sagesses ancestrales. On peut avoir accès. On a accès à l'information parce qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible, la preuve on est toujours là. Et en plus, on a accès à une technologie qui permet que les gens se relient entre eux de 4 coins du monde. Que demander de plus, hein? Il n'y a plus d'excuses maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas en attendant les présidentielles. Et comme tu disais, le temps n'est pas linéaire. Ça, c'est une vieille... C'est poussiéreux, toutes ces choses-là, Newton, tout ce principe du passé familier. Mais si on base toute sa vie et tous ses choix par rapport à ce qu'on a fait, on aura toujours un futur prévisible. C'est normal. Il n'y aura jamais de surprise. Hein. Les gens, et c'est ça aussi qu'on nous a appris à l'école dans notre magnifique éducation, c'est qu'on nous apprend à faire toujours les mêmes choses et à espérer des résultats différents. Mais si on veut avoir une vie différente,
il va falloir changer, faire d'autres choix et se dire le passé, je le laisse à là où il est. Cette notion du temps linéaire, elle n'existe pas. La physique quantique nous l'a prouvé. On n'est plus dans un... Ça, c'est fini, cette époque où on pensait comme ça. Et donc maintenant, il y a tout le champ des possibles est là. Et c'est ça aussi, effectivement, comme tu dis, le message de l'enfance. C'est que l'enfant, il est capable de tout être et de tout devenir en tout temps. Et donc, il est déjà un géant des potentiels quand il arrive. Et nous, adultes, on prétend être une version aboutie de l'enfant, alors qu'en fait, on est juste un petit bonsaï à côté de lui. Et on est juste un petit tas résiduel de ce qu'on aurait pu être. Tu vois, là aussi, on nous a inversés totalement. C'est vrai, tout à fait. Et dis-nous, sur le plan pratique, qu'est-ce que toi tu offres aux gens? Tu offres des formations par Internet? Explique-nous un peu ce que tu as développé. En fait, moi, j'accompagne les gens. Avant, j'avais une formation pour la naissance que en ligne et je ne le fais plus. Alors maintenant, j'accompagne les gens pendant 9 mois, c'est symbolique aussi. Et Pascal aussi le fait avec moi. Donc, on a une plateforme sur laquelle ils ont des cours qu'ils font à leur rythme avec des vidéos. Et moi, j'anime 2 ateliers par semaine, tu vois, un peu comme maintenant, on est en ligne. Les gens se connectent, on travaille ensemble. Donc, ils ont des exercices à faire, des plannings, parce que moi, j'aime pas juste parler, tu vois. Donc, je leur fais faire plein d'exercices. Et puis, ils échangent entre eux, il y a une communauté. Et puis, on discute tous les jours pour ceux qui ont des questions. Et puis, pendant ces 9 mois, on définit ce qu'ils veulent vivre. Alors, bon, la plupart viennent parce qu'il y a un projet de naissance en cours, mais on a des couples qui viennent en préconception, qui veulent vivre autre chose déjà depuis le départ. Il y a aussi des professionnels qui en ont marre et qui veulent changer, alors, ou qui veulent faire des mises à jour de leurs connaissances, parce que moi, je relis toutes les pièces du puzzle, tu vois, hein, sur le fonctionnement de tout ce que je dénonce. Mais donc là, c'est vraiment particulier parce que je regroupe tout dans cette plateforme à travers le défi de la naissance. Et puis, il y a des professionnels aussi qui veulent changer de système. Ils veulent plus être dans le système où ils dépendent de ceci ou de cela. Et puis, il y a des personnes qui viennent tout simplement parce qu'elles ont envie d'évoluer sur leur état d'esprit. Comme je disais tout à l'heure, elles n'ont plus envie d'être dans ce système. On a compris comment ça fonctionne. Elles veulent créer leur propre système. Elles ne savent pas trop. Donc, elles viennent pour se mettre en lien avec ces gens-là. Donc, moi, je travaille comme ça, à distance. Donc, les gens, ils n'ont pas besoin d'être à côté de moi. Et puis, c'est ça l'avantage des technologies, c'est qu'on a des gens de partout, sur tous les fuseaux horaires. Donc, notre plateforme, elle vit tout le temps. En fait, il y a tout le temps des gens qui communiquent entre eux. Et voilà ce que je fais maintenant avec Pascal, parce qu'il est avec moi maintenant, on travaille ensemble. Donc, on a des hommes et des femmes. Génial. Écoute, vraiment, c'était passionnant de t'écouter. J'ai passé une heure merveilleuse avec toi. J'apprécie beaucoup la dynamique que tu proposes. Et c'est tout à fait, on peut conclure là-dessus, c'est que chacun doit maintenant choisir quel monde il veut faire. Est-ce qu'il veut nourrir l'ancien monde? Parce que c'est vrai que le monde de la peur est soigneusement entretenu par tous les médias et tout le monde, tous ces gens qui, grâce aux peurs des gens, peuvent les contrôler. Mais c'est vrai que si on sort de cette peur, qu'on la laisse tomber, tout d'un coup, on peut commencer à créer autre chose. Et c'est ça qui nous réunit tous et qui crée cette espèce de réseau planétaire de gens qui, plutôt que simplement voir ce qui ne va pas, se consacrent à développer leur capacité d'être heureux, d'être en bonne santé, d'aider les gens à faire de même. C'est une dynamique vraiment merveilleuse. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé à cette émission et je te dis à une prochaine. Merci beaucoup, Emma. Merci, Tal.